Donc aujourd'hui, oui, le lien entre les comportements, enfin le comportement alimentaire et notre histoire de vie. Peut-être vous avez déjà commencé, Lucie, quelque chose. Je me demandais un petit peu s'ils avaient déjà un peu réfléchi au thème et les attentes Oui, qu'ils ont. Donc ça parfait. a été réfléchi, il y a deux, trois attentes qu'on pense Oui, que naturellement tu vas nous parler, mais si tu tu le peux. fais pas, il y aura des petites questions. Ok, tu peux me les dire sinon les attentes Oui, ou... alors je pense que le plus simple, Rebecca, peut-être que c'est plus simple que tu en parles directement, puis Anne aussi. Comme ça, Ok. vous parlez directement, ça J'avais sera été plus mis simple, en soit mute. vous qu'expliquer. Alors moi, c'était par rapport à ce qui se passe avant la grossesse, pendant la grossesse et juste après. Est-ce que ce qui peut se passer dans la vie des parents, principalement de la maman, ça peut avoir une influence dans le futur? C'est-à-dire, je sais Oui, pas, un manque d'argent, la peur de manquer, tout à fait. voilà, traverser des D'accord. difficultés. Ou tout simplement le fait d'être un accident, c'est-à-dire un enfant non désiré. Voilà. Est-ce qu'il y a des influences qui viennent de là, dans le comportement qu'on pourrait avoir après, Mhm. dans la vie de tous les jours? Pas forcément alimentaire, mais comme Oui, c'est quand oui, même. Ouais, voilà, c'est ça. d'accord. Et Très moi, bien, oui. je voulais rebondir sur ce que Rebecca justement disait, que moi, c'est l'opposé. J'étais plus que désirée parce que maman s'est shootée aux hormones pendant des mois pour m'avoir. Et justement, maman a mangé en excès des choses style chocolat pendant sa grossesse. Donc justement, quel peut être l'impact sur moi qui étant dans le bébé pendant 9 mois en étant nourrie que de chocolat et de fraises, Hmm, étant dans le ventre. D'accord. Et toujours dans l'excès de ce que ma mère avait pendant qu'elle était enceinte. d'accord. Pendant la Comme grossesse, tout- hein. D'accord. ouais, et comme tout le monde sait, Bon, je suis c'est une personne intéressant parce qui... que toutes les deux, là, vos questions, c'est déjà bien avant la naissance. Donc, Ouais. ça donne déjà un des grands thèmes majeurs qui est, nous, on parle d'inscription, déjà, d'inscription de l'enfant. L'enfant à naître préexiste déjà dans le désir des parents ou le non-désir des parents, hein, désir et non-désir, c'est déjà une préexistence. Il est comme attendu dans une place, dans un rôle. Et après, il y a ce qu'on appelle l'enfant réel, entre l'enfant idéal, l'enfant désiré ou non désiré, et la rencontre avec l'enfant réel qui va être ben, la vie la vraie vie, du coup, est-ce que les coïncidences et les non-coïncidences, comment tout ça va s'articuler? Donc voilà, c'est une petite parenthèse, ça me fait penser à ça, mais oui, on va l'aborder. En tout cas, j'ai bien noté pour le traiter précisément. C'est gentil. Alors, peut-être je vous fais, bah, j'avance dans ce que, parce que on pourra pas, c'est tellement vaste qu'on va pas tout aborder. Donc c'est important de me donner vos questions et peut-être cette fois, à chaque fois que je dis quelque chose et que vous voulez intervenir, bah, interrompez-moi. On va hein, peut-être Oui. ne pas le faire cette fois sous je fais ma grande tirade et après vous me dites, on le fait coup par coup. Moi, je vois pas forcément vos interventions, mais par contre, Lucie, c'est toi qui me guide. Oui, 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 s'il y a besoin, Mhm. oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on y va. Et puis Donc, vous prenez surtout la parole naturellement. Attendez pas non plus que je vous la donne et tout. Vraiment, vous allumez votre micro, vous restez libre. déjà, on pose une. Je pense que faire ce rappel est intéressant et important. Pourquoi nos comportements alimentaires ne sont pas une question de volonté, déjà, ou de nutrition. Voilà. Ça, c'est une base et on a déjà tous compris que c'était pas une question de nutrition seulement dans le sens où on sait tous et toutes ce qu'on doit faire, pas faire et là n'est pas la question. Hein. La question, elle est bien dans la psychologie, donc dans ce que l'on va maîtriser et puis dans ce que l'on va ne pas maîtriser, qui est de l'ordre de l'inconscient et s'ajoute maintenant depuis quelques années, enfin c'est passé vraiment même dans le grand public depuis quelques années, toute la dimension des neurosciences. Parce que avant, souvent quand on parlait d'inconscient, on parlait de tout ce qui échappe à la conscience, mais de manière transgénérationnelle, par exemple.
les secrets de famille ou les croyances limitantes, tout ce qu'on nous a dit enfant, toutes les habitudes de nos parents, ça a été évoqué par Rebecca, la peur de manquer, tout ce qui a été passé, tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, etc. C'était l'inconscient qui prenait le pas. Là maintenant, c'est inconscient aussi dans le sens où ça n'atteint pas la conscience, mais c'est neurologique, donc ça a une incidence et c'est par là que ça arrive par la physiologie. Et c'est ce qu'on vous dit à chaque fois quand on vous parle du circuit, le fameux circuit plaisir ou le circuit récompense. Le circuit récompense, c'est purement de la physiologie. Ça veut dire que ce que vous pensez et ce que vous faites et ce que vous mangez et ce que vous croyez, ça a directement à la fois une incidence sur les hormones qui vont être produites et comme dans un cercle vicieux, eh bien, ces hormones produites vont provoquer des pensées qui elles-mêmes, ces pensées, vont induire des comportements. Donc, là, quand vous entendez maintenant inconscient, pensez bien à cet autre apport-là des neurosciences qui touche la physiologie et qui vient s'ajouter encore à l'histoire familiale. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est bien parce qu'il y a toute cette vie physiologique. Nous sommes le résultat de nos pensées, puisque ce qu'on dit, ce qu'on fait au monde, ce sont des comportements. Ce qui nous fait manger, ce sont des comportements. Nos comportements sont le fruit de nos pensées, de nos croyances, qui elles-mêmes sont le fruit de ce qui coule dans nos veines en termes hormonaux. Par exemple, si vous avez beaucoup d'hormones du stress qui coulent dans vos veines, eh bien forcément, ça va appeler du gras, du sucré, ça va vous amener vers cette appétence-là. Ça va produire des pensées de stress, ça va produire des idées un peu négatives, de dévalorisation. C'est hormonal. Si au contraire, vous avez un bon taux de sérotonine et de dopamine, vous allez vous sentir, comme son nom l'indique, dopé. Vous allez produire des bonnes pensées, vous allez être positif. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire que au niveau comportement alimentaire, vous ne mangerez pas ou pas n'importe quoi, parce que, comme on l'a déjà dit, on a un réflexe embarqué dans notre ADN qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le principe de stabilité. Homéostasie. Homéostasie, c'est le principe de stabilité. Stabilité de la cellule. L'homéostasie, c'est vraiment dans la cellule, il y a le noyau, tout le corps cellulaire, et puis il y a du liquide intercellulaire. Et ce liquide, par exemple, il est dosé par par le sodium, par l'équilibre, la pompe, c'est pour ça qu'on appelle la pompe à sodium, qui crée les entrées et les sorties de liquide dans nos propres cellules. Et c'est une pompe, la pompe à sodium est très importante parce que, par exemple, c'est celle qui, dans les cas d'insuffisance cardiaque, c'est elle qui est dérégulée et qui va venir vraiment faire gonfler le corps, par exemple, en tant qu'insuffisance cardiaque, les liquides du corps ne vont plus être régulés entre sortie et entrée. Donc, on est le résultat de tout ça. Et c'est ce qu'on va voir petit à petit. Donc, l'impact de nos hormones, l'impact de nos croyances, de nos émotions, et tout ça se mélange. Et ensuite, en gardant qu'on n'est pas, on avance, la recherche avance tous les jours, mais chaque jour, chaque mois, il y a de nouvelles publications scientifiques au niveau des neurosciences qui nous permettent de comprendre un peu plus. Donc,
Alors oui, les expériences de notre famille façonnent notre héritage familial au niveau essentiellement de l'alimentation. Petit rappel aussi, le comportement alimentaire, surtout quand il est déréglé, il est un symptôme. Et il n'est qu'un symptôme. C'est-à-dire que, par exemple, on a parlé de la peur du manque, ça peut être aussi des traumas, toute cause de stress, où effectivement l'alimentation va venir comme une tentative de réguler, d'anéantir ou d'endormir en tout cas le trauma. Mais ce n'est qu'un symptôme, c'est-à-dire que à chaque fois, le sujet aurait pu choisir un autre symptôme. Alors choisir, c'est peut-être pas le bon mot parce que ce n'est pas un choix qu'on fait consciemment. Hein. Certains se dirigent vers trop d'alimentation, d'autres vers pas assez, d'autres vers une addiction au sport, une hyperactivité, d'autres vers un hyper-contrôle qui va donner peut-être des tocs. Certains cumulent, mais du coup, il faut bien concevoir que on peut être traumatisé, mais par X choses, mais pas forcément avoir le symptôme trop manger comme symptôme, le comportement de trop manger comme symptôme. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Certains vont vers là et pas vers autre chose. Très certainement, ce sont des habitudes qui se transmettent dans la petite enfance, où on pense que ben, la nourriture a été le pansement, a été la récompense, a été ce moment cocooning, ce moment refuge. Et puis, il y a, donc ça, c'est comportemental et c'est transmis par l'héritage familial. Et puis, il y a la physiologie, cette neurophysiologie qui fait que oui, le gras et le sucré, ça vient exciter le plaisir en termes de physiologie. Et du coup, c'est une réalité. Vous rêvez pas, ça fait plaisir. Et surtout, ça abaisse le stress, ça abaisse le degré de tension. Donc, c'est une réalité. Et à partir du moment où le cerveau a capté que ça fonctionnait comme ça, il n'a de cesse d'en redemander. Redemander ce qui a bien fonctionné, en fait. Hein. Donc, c'est toujours intéressant de se demander, petit, quel rapport il y avait familialement à la nourriture, qui cuisinait, comment ça se passait, comment se passaient les repas à table, dans quelle harmonie ou pas, si c'était agréable ou pas, s'il y a beaucoup de souvenirs à manger ensemble, si c'est plutôt la nourriture festive, partage, ou si c'est la nourriture refuge, seule, isolée, cachée. Voilà, c'est intéressant déjà d'aller observer ça. Toutes les injonctions familiales qu'on a pu entendre, hein, le fameux finis ton assiette, mange pour être fort, on ne gaspille pas. Voilà. Toutes ces informations, elles sont importantes parce que même si à l'âge adulte, on sait que c'est faux, on sait que non, il ne faut pas finir son assiette. Non, ce n'est pas grave si on gaspille. Il vaut mieux gaspiller que prendre son corps pour une poubelle. Hein. Vous vous souvenez, on en a tellement parlé. Le fameux exercice, achetez-vous la meilleure pâtisserie que vous aimez. Entraînez-vous à manger la moitié et à jeter l'autre moitié. Entraînez-vous à jeter. Vous rappelez de ce que ça avait provoqué comme réaction, comme opposition, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc même si aujourd'hui, intellectuellement, l'adulte sait, eh bien, il y a cette partie ancrée de connexion faite, de connexion neuronale, parce que à un moment, quand vous étiez petit, quand votre cerveau était très très malléable à toutes les connexions, quand les connexions, à l'âge où toutes les connexions se font, eh bien, c'est tissé cette croyance, on ne gaspille pas,
on finit son assiette, il vaut mieux être fort, il vaut mieux faire envie que pitié, etc., etc. Toutes ces choses-là qu'on peut entendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'en sortir, hein, Dieu merci, mais ça veut dire qu'il faut lutter réellement et que c'est un vrai travail et qu'il faut toujours revenir à la charge parce que ce qui est de l'ordre de la croyance, c'est pas naturel, mais on peut associer la même phrase, vous savez, le naturel revient au galop. Eh bien, ce qui est ancré par les croyances, par l'héritage familial, c'est pareil, il revient au galop. Donc, il faut être présent. Il ne faut pas penser que parce qu'on a fait le job, parce qu'on l'a bien compris, eh bien, ça y est, on est tous plus ou moins sensibles aux petites régressions. Et avoir conscience de ça nous permet de toujours rester en vigilance. Ça veut dire que ça serait bien de noter peut-être les phrases qu'on a réellement entendues de par sa famille et qui nous mettent dans l'inconfort aujourd'hui comme une sorte de conflit de loyauté. Moi, adulte, je fais ça. Peut-être, voilà, j'ai l'impression de gaspiller. Ma mère, ma grand-mère, mes arrière-grands-parents ne seraient pas contents. Peut-être ils se retournent dans leur tombe de me voir faire ça, etc., etc. Si vous avez des choses comme ça, c'est bien de les noter, déjà, de les rendre conscientes, présentes et de les travailler, vraiment de les travailler avec votre psy. Ensuite, il y a les croyances survalorisation ou dévalorisation de certains aliments. Il y a les aliments interdits, il y a les aliments survalorisés dans certaines familles, il y a la culture culinaire, hein, Viola en a beaucoup parlé, la blue zone, il y a le régime méditerranéen, il y a toutes ces inspirations-là qui au final sont des cultures à la base et forcément, en fonction de quelle culture on va plus ou moins manger sain, plus ou moins cuisiner sain, plus ou moins voilà. Et même dans les cultures où on mange très gras, très riche, etc., on oublie quand même que c'était essentiellement dans les repas et dans les moments de fête. Et que si aujourd'hui on gardait cette nourriture que pour les fêtes, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Le problème est que maintenant tout est devenu à la surconsommation et surtout tout est en abondance et directement disponible et que du coup il n'y a plus ces moments de fête, ces moments où on festoie, mais ça va être 4 fois dans l'année, 5 fois dans l'année et basta. Maintenant, on peut festoyer tous les jours. Donc c'est pareil. Se dire c'est culturel, oui, ok, mais quand c'est vraiment si c'était culturel, ce serait aussi que quelques fois dans l'année. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Alors, donc vous allez cocher si vous avez été consolé par la nourriture. Si vous vous sentez toujours aujourd'hui consolé par la nourriture, si quelque part c'est encore dans vos réflexes, il y a un truc qui se passe et là, ouais, vous mangerez bien quelque chose. Et il faut que vous identifiez le fait d'être consolé comme le fait d'avoir besoin d'une décharge. En fait, c'est ça que cherche votre cerveau, c'est qu'il y a eu excitation en positif ou en négatif, donc ça veut dire qu'il y a eu une décharge hormonale et que votre cerveau, sur le principe de l'homéostasie, il veut de la stabilité, il veut revenir au point zéro, au point stable. Et que, selon votre histoire, vous savez très 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 bien remarquer que le gras, le sucré, c'est impeccable pour créer un shoot et faire redescendre ou faire remonter une humeur qui serait trop basse ou trop haute. Donc, déjà, vous devez identifier ce besoin de décharge. Là où d'autres vont aller courir, vont aller faire une activité,
Ben, c'est la même chose, c'est pour décharger, sauf que ça ne fait pas le même effet effectivement sur le corps et surtout sur le long terme. Donc, vous identifiez bien ces moments de fluctuation émotionnelle et où il y a cette décharge. Et la décharge émotionnelle, elle est liée, comme on a dit, aux émotions positives, mais aussi fortement impliquée aux émotions négatives. Et par exemple, il y a des études qui ont été faites et qui ont mis vraiment en corrélation le surpoids, l'obésité avec l'émotion de vexation, d'humiliation. C'est vraiment très fort, même si c'est vrai pour toutes les émotions, comme on l'a dit, toutes les émotions créent une distorsion émotionnelle avec un besoin d'aller se calmer, s'apaiser, mais c'est encore plus vrai et c'est encore plus fort quand c'est injustice, vexation, humiliation. Et vexation, humiliation encore plus fort qu'injustice. Donc c'est pareil. Faites le lien. Faites-le. Et alors parfois c'est réel. Le piège de ça aussi, c'est que pour comprendre, hein, pour comprendre son comportement, c'est que parfois c'est vrai, c'est réel. Il y a vraiment eu une vexation, une humiliation, quelque chose que vous pouvez repérer, dont vous vous souvenez, dont vous vous rappelez. Parfois le problème, c'est que soit vous vous en rappelez pas, soit vous n'avez pas conscience aussi que c'est une vexation, que c'est une injustice, que vous n'en avez pas conscience parce que c'est votre normalité, parce que vous êtes né dans un contexte fait de ça et que c'est le principe de la grenouille hein, qui laisse la température, qui est dans la casserole et qui laisse la température monter jusqu'à mourir ébouillantée. Voilà, c'est la grenouille. Vous n'en avez pas conscience. Donc, c'est le fait d'en parler avec un professionnel qui va pointer, qui va mettre les mots dessus, qui va dire non, mais là, ça, c'est pas normal, ça s'appelle comme ça, etc. Et de faire un vrai travail d'élaboration sur les émotions. Soit aussi, c'est une interprétation, euh, euh, comment dire, qui est juste parce que vous l'avez ressenti, mais pour autant, c'est comme si vous en aviez fait trop. Et si vous en avez fait trop, c'est parce que, pareil, à l'époque, vous êtes resté dans un isolement, vous n'avez pas vous n'avez pas eu les moyens à l'époque de communiquer, de verbaliser votre mal-être à quelqu'un. Vous n'avez pas trouvé une écoute qui vienne vous dire ah oui, bah écoute, là, tu as raison, on va peut-être changer les choses. Ou bah écoute, non, là, ce que tu décris, c'est normal, regarde, c'est normal que ça se passe comme ça. Peut-être que tu as besoin de développer ça ou ça ou ça pour euh, te prémunir de ça, pour devenir plus fort, pour. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est parce que parfois, c'est tellement subtil que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas comment ça s'est formé, comment c'est venu. Donc, on utilise aussi beaucoup les histoires de fratrie, la place dans la fratrie, et on fait la boucle avec ce qu'on disait, avec ce que Rebecca a demandé tout à l'heure, euh, avant la grossesse, ce qui se passe avant, pendant, après, juste à la naissance. Ben, il est sûr que de toute façon, si vous êtes le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, enfant unique, de toute façon, c'est différent. Votre place au monde, votre venue au monde sera vécue différemment. Et ça, vous n'en avez pas forcément conscience. Et même les parents, souvent, moi, j'ai des parents qui ont un problème avec un enfant, voilà, et ils me disent, mais je comprends pas, ils sont frères, on est les mêmes, la même famille, je les ai élevés tous les deux pareil. Il y en a un qui marche très bien et l'autre, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, etc. Mais c'est jamais les mêmes, c'est jamais la même famille, parce que c'est jamais la même époque, c'est jamais le même temps, c'est jamais la même place. Il est premier ou il est deuxième ou il est troisième, c'est jamais le même. La conception même, peut-être l'acte d'amour n'est jamais le même.
Donc, dans la psyché de la mère, ce n'est jamais la même chose. Jamais. Donc, ça, c'est important. Donc, en tant qu'enfant, vous, même adulte, vous êtes unique et vous êtes arrivé dans cette famille à quelle place? À quel moment? Tout ça, c'est très, très important. On sait que pendant 9 mois, le bébé est littéralement alimenté par le corps de la mère, par ce qu'elle mange, mais aussi par ses émotions. Ce sont les mêmes émotions qui coulent, les mêmes émotions, donc les mêmes hormones qui coulent dans les veines, dans le corps de la mère que de l'enfant. Et si la mère est heureuse, pleine de dopamine et de sérotonine, forcément, ça fera, ça aura un autre impact, en tout cas, si elle est heureuse ou si elle est stressée, si elle a vécu un trauma, si elle est malheureuse, si elle est triste, comme si elle est alcoolique. C'est pareil. Combien de bébés naissent avec un syndrome de sevrage? Il y a des bébés qui naissent dépendants, alcoolo-dépendants. Donc, alors, quand c'est pris en charge, quand on le sait, voilà. Mais peut-être à l'époque, parfois, c'était pas su, c'était pas. Et il y avait des bébés littéralement qui étaient infernaux, qui étaient impossibles, mais tout simplement parce qu'ils subissaient un syndrome de sevrage. Syndrome de sevrage, c'est pas rien, hein, le cerveau est en détresse. Donc, voilà, donc tout ça pour vous dire que, bon, c'est la caricature, c'est l'effet extrême, hein, la mère alcoolique et du coup le bébé avec un syndrome de sevrage. Mais sans aller jusqu'au syndrome de sevrage, un bébé qui vit pendant 9 mois sous l'impulsion des hormones de stress ne peut pas avoir le même vécu qu'un bébé qui vit bien avec de la sérotonine, de la dopamine, voilà. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire que tout est forcément beau, forcément limpide, hein, de l'autre côté, mais déjà, les chances ne sont pas les mêmes. Et on n'est pas égaux. Et ça aussi, c'est important de savoir qu'on n'est pas égaux, parce qu'on ne naît pas égaux face aux frustrations de la vie, face aux situations de la vie. On a une imprégnation hormonale déjà qui est différente. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a une telle plasticité, en tout cas chez le bébé, il y a une telle plasticité du cerveau que tout est rattrapable, réparable. Il y a des milliards et des milliards de connexions qui se font tellement rapidement, beaucoup moins à l'âge adulte. C'est pour ça que les traumas à l'âge adulte, c'est beaucoup plus difficile. Mais les traumas de l'enfance et notamment du bébé sont beaucoup plus facilement rattrapables. Voilà, donc une mère qui a été triste, mais qui après revient, où il y a un entourage, où il y a quelque chose qui vient porter l'enfant et faire corps autour, ça se rattrape. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de moduler au sujet des enfants, des accidents. Parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes se définissent aussi comme des accidents. Alors, on peut être un accident, bien sûr, et c'est toujours traumatique et c'est toujours un événement dans la vie de la mère qui se retrouve enceinte par accident. Donc, ça favorise effectivement hormones de stress, le rejet, ça favorise vraiment des émotions négatives. Mais après, l'important, c'est de savoir comment cette mère va évoluer. Et si cette mère, eh bien, élabore, arrive à trouver la ressource en elle et dans son environnement pour devenir une mère aimante, pour accueillir ce bébé et pour, voilà, eh bien, les connexions là, du bébé, le trauma du bébé va se dissiper.
ça n'est pas du tout la même chose chez un enfant, un bébé qui naît, enfin qui est un accident et qui s'entend dire toute sa vie ou toute son enfance qu'il n'était pas voulu, que sa mère aurait dû avorter, que il ou elle a pourri sa vie, etc. Vous voyez la différence? Dans un cas, ben, c'était un accident et c'est resté un accident. Et là, oui, bien sûr, ça fait des dégâts quand même sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Ça va nécessiter un travail de renarcissisation. Dans l'autre cas, oui, ponctuellement, il y a un trauma, mais la mère est en capacité, et surtout l'entourage de la mère est en capacité d'accueil, d'amour. Et là, eh bien, l'accident s'annule. J'aimerais rebondir, ça peut aussi être dans l'autre sens. C'est-à-dire que C'est-à-dire, maman, c'est-à-dire que maman me voulait tellement qu'elle a pris des hormones pour être enceinte. Sa grossesse, bon, elle s'est gavée de tout ce qui était gras et sucre. Et à la naissance, quand j'étais très très jeune, ma maman, elle savait plus y faire face. Donc il y a eu un abandon donc le contraire. Au début, elle me voulait, puis après, quand j'étais née, que j'étais bébé, elle n'arrivait pas parce qu'elle était malade à s'occuper de moi. Donc il y a eu oui, mais l'abandon en fait. voilà, J'étais laissée à voilà. moi-même dans mon parc toute la journée, quoi. Oui, mais là, Donc tu là, c'est le poses contraire. la question qui est personnelle, là, individuelle, de une pathologie, quelque chose qui vient par une dépression ou Mm. par une indisponibilité, qui vient effectivement comme accidenter un peu ce lien et ne pas permettre au lien de perdurer dans la confiance, dans le portage, dans tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu la maladie qui vienne empêcher le lien de se poursuivre, la qualité en tout cas de ce portage de se poursuivre, il n'y aurait pas eu de souci. Mhm. Tu vois, c'est Ouais. bien sûr que la mère peut désirer très fort, mais si elle-même, elle est en difficulté et que après, par exemple, la dépression, ça crée une indisponibilité, Ah hein, oui, ça crée, complète, complète, voilà. complète. Et eh bien, pour l'enfant, c'est une séparation, ça équivaut à une séparation. C'est une mère qui est là, mais pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça en fait. Ouais. Mm. Donc, C'était que physiquement, là, ouais. ouais, hein, donc la rencontre avec le trauma qui est un trauma là, qui est un trauma chronique, qui n'est pas un trauma ponctuel, Ouais, comme une agression ou un des accident. coups, de la violence, c'est un trauma dit chronique, Mm. eh bien, ça vient faire ces hormones-là de, de, de la dépendance, en fait. Puisqu'il y a eu un manque primaire, donc ça Ouais, va créer de la dépendance et l'alimentation est un formidable refuge. Le sucré, le goût. Alors, tu parlais tout à l'heure, on peut en parler maintenant, de trop de sucre, d'être nourri un peu au sucre pendant la grossesse. Effectivement, le sucre vient, alors c'est pas au degré de l'alcool, mais ça fait partie aussi des addictions et de l'appétence, en fait. Plus on mange ouais, sucré et plus on a besoin de sucre, plus on a envie de sucre. Et un bébé qui est nourri de sucre, et de euh, gras, et de il, gras. il va avoir ce goût retrouvé de l'enfance et même in utero. C'est quelque chose qui est plus fort que tout, en fait. Ce qui se joue dans in utero et dans la petite enfance, et la petite enfance après, hein, jusqu'à la maternelle, jusqu'aux 5-6 ans, c'est pas forcément pensé, réfléchi, mais c'est ressenti. Ouais, Et, et ça donne un goût un peu, c'est un peu comme le goût, c'est un peu le Graal, quoi, hein, c'est un peu comme le goût du ouais. paradis. Mm. Mhm. Et instinctivement, quand tu retrouves le sucré, eh bien, tu retrouves cette symbiose-là, tu retrouves le paradis perdu. Ah bah oui, c'est certain. Donc, c'est là l'ancrage. Mais de la même manière que une mère qui a subi la guerre, les restrictions, Ouais. il y a des mères, il y a des enfants qui sont nés en souffrant de rachitisme.
Donc, selon les générations, on peut avoir une mère qui est née fin de la guerre, par exemple, et qui a connu, parce que sa propre mère a connu les restrictions, etc. Donc, et dans l'épigénétique qui remonte entre 3 et 5 générations, eh bien, cette mère qui est née rachitique a dans ses cellules l'idée du manque, Ah oui, c'est l'idée ce que ma... de la restriction. Et Ouais, cette ouais. mère aura de cesse que de nourrir son enfant. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Ma mère était anorexique à la naissance. Elle avait jamais de sucre pendant toute son enfance. Et quand elle m'a eu, elle a mangé que du sucre. Elle a inversé la vapeur. Et elle Hum, s'est nourrie que de sucre, voilà. Donc, hum, voilà, ma mère était anorexique. Donc, elle a connu justement les privations de la guerre. Et donc, elle a fait l'inverse, en fait. Pour s'en sortir, elle a mangé beaucoup de sucre pour se sentir mieux. hum. Voilà. Et ce beaucoup de sucre, eh bien, ça, après, ça résonne Oui, dans l'histoire individuelle. Donc, c'est bien des transmissions familiales, mais qui deviennent individuelles parce que après, ça tombe sur des croyances. Bah, c'est ouais. le sucre pour s'endormir, c'est cocooning, c'est la récompense, ça va Mm. bien. Et puis, très vite, bah, le mécanisme du plaisir, le relais du plaisir est déjà en marche. Mhm. Donc, identifiez les habitudes, vos propres habitudes alimentaires et croisez-les avec les habitudes familiales. Identifiez si la nourriture, comment vous pouvez nommer la nourriture. Alors, pas la nourriture du repas, hein, mais la nourriture entre les repas, la nourriture, la pensée nourriture. À chaque fois que vous pensez nourriture, l'espace de pensée nourriture, en fait. Est-ce que c'est comme refuge face à la solitude, face au stress, face à l'ennui, face à une peur quelconque, face à un manque de confiance, face à une histoire de place, de ne pas se sentir à sa place, à la bonne place? Est-ce qu'il y a eu une humiliation, une blessure, un trauma? C'est quoi qui est identifié et à quoi ça sert? Et le rendre, alors, c'est pas des scoops hein, que je vous dis parce qu'on l'a déjà dit et redit et je pense que vous pouvez aussi le lire partout. Mais là, l'idée, c'est de le rendre clair, tellement clair, de l'écrire, d'en arriver à une phrase, une phrase. Vous devez vous résumer, arriver à vous résumer, vous et votre histoire à la nourriture, en une seule phrase. Allez, deux maxi. Deux maxi. Donc, on se pose quoi en question réelle? Alors, La c'est syntaxe est importante de la question. à chaque fois que tu te surprends à penser à la nourriture. Bon, est-ce que c'est juste factuellement parce que tu as le repas à faire, parce que les enfants vont arriver, parce que voilà. Donc ça, on écarte. C'est toutes ces autres fois où tu penses à la nourriture. C'est se dire, quelle fonction là? Pourquoi cette pensée? Qu'est-ce que je cherche? Sauf si tu es affamé, bien sûr. Hein, si c'est le langage du corps, des émotions, je suis affamé, forcément tu vas penser nourriture. Mais sinon, plaisir, refuge, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un peu de plaisir, j'ai besoin d'un peu de douceur, j'ai besoin de fuir quelque chose, euh, j'ai un mal-être, je me sens comment? Ouais, c'est Euh, mon attitude, en fait. Comment est mon attitude quand je me lève, par exemple, mm, je veux dire, tiens, j'ai envie de manger un truc. Par exemple, moi, il est tard le soir, il est minuit. Je me lève alors que j'ai pas faim. Je me lève. Quel est pourquoi j'ouvre le frigidaire, quoi? Qu'est-ce qui oui. m'amène à me lever pour aller jusqu'au frigidaire? Oui, comment je me sens et petite, comment je me sentais, pourquoi à cette époque-là je le faisais et aller loin c'était dans quelle pièce, quel meuble, c'était quoi comme aliment, c'était quel goût, vraiment se poser ces questions pour arriver à ces phrases. Bah, parce que j'ai besoin je me sens seule, j'aimerais, je sais pas.
un environnement, j'aimerais habiter ailleurs, j'aimerais, voilà, vous vous rappelez de l'exercice du décentrage, hein, si j'étais avec ma meilleure amie, est-ce que ça se produirait? Si j'étais dans mon lieu, ma maison de vacances, ou pendant des vacances, est-ce que ça se produirait? Et dans, je sais pas, dans un an, dans 3, est-ce que ce que je vais faire là aura des conséquences dans un an, 2 ans, 3 ans? Si ça vous arrive une fois dans l'année de vous lever et de manger, c'est pas grave, non, ça n'a pas de conséquences. Si ça vous arrive plusieurs fois dans la semaine, oui, bien sûr que ça aura des conséquences encore dans 3 ans. Donc, systématiquement, même si c'est pas suivi d'effets immédiats, systématiquement se poser cette question et faire l'exercice des 3 décentrations. Alors, je vous les rappelle, hein, peut-être pour celles qui l'ont pas eu, l'exercice des 3 décentrations. Donc, on décentre de personnes. Donc, si j'étais avec ma meilleure amie, ou si c'est quelque chose si c'est un problème qui vous arrive, c'est si ce problème arrivait à ma meilleure amie. Si vous n'avez pas de meilleur ami, bah, c'est à l'être que vous aimez le plus au monde, ou à votre fille, ou à votre fils, ou à vos enfants. Voilà, vous cherchez, ou à vos maris, à votre femme. Voilà. Décentration de lieu. Est-ce que ça se passerait comme ça? Est-ce que j'en aurais besoin si j'étais dans mon lieu de vacances paradisiaque? Est-ce que j'en aurais besoin? Ou est-ce que ça serait si important? Est-ce que je vivrais ce qui vient de m'arriver aussi mal? Et troisième décentration, la décentration de temps. Est-ce que dans un an ou dans 3 ans, ah, j'en parlerai encore, est-ce que ça sera encore un souci? Ou est-ce que ça aura un impact, une incidence encore sur ma vie dans 2 ans ou 3 ans? En faisant cet exercice, vous êtes assuré d'avoir des réponses. Si tout seul, vous n'y arrivez pas, parce que là, on est en développement personnel, on est un peu en auto-analyse, auto-travail, on travaille avec soi-même, avec des outils, voilà, on est en groupe et qu'on partage. Si tout seul, vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des freins, des résistances inconscientes trop fortes à lever tout seul. Et vous avez des mécanismes de défense où il faut vous faire aider par un professionnel qui va lui pointer directement, qui ne va pas vous donner le choix de vous échapper ou de faire une pirouette et qui va vraiment vous pointer la chose pour vous permettre de dépasser ce frein. Donc, si cet exercice des 3 décentrations ne suffit pas, ne fonctionne pas, c'est il vous faut passer avec un professionnel. Alors, pas de questions? Je le trouve dur, cet exercice à faire. C'est-à-dire, Ça veut dire que je sais pas si j'ai bien, enfin, j'ai compris vas-y, l'exercice, vas-y. mais la mise en pratique. Ça veut dire que je le relie à la question que tu nous as dit. Quand je pense à la nourriture, Oui, en fait, je le relie à ce moment-là. Bon, voilà, je suis pas en train de préparer le repas, mon menu de la semaine, rien de tout ça. Je suis dans ma journée, d'un coup, je pense à la nourriture, donc je sais qu'il y a de fortes chances que je me lève pour aller chercher un truc à manger. Donc c'est à ce moment-là que je me pose et que je fais cet exercice-là. oui. Imagine D'accord. à ce moment-là, voilà, tu as envie je sais pas, d'un Mars, tu as envie d'un truc, voilà. Eh bien, bon, déjà, tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Je me sens seule, je me sens stressée, c'est quoi mon émotionnel? Là, tu vas, avec la roue des émotions, de manière le plus précisément possible, décrire cette émotion. Et pas simplement, je suis en colère ou j'ai peur ou je suis triste. Mais c'est un sentiment de solitude. Voilà, tu vas profondeur. Pour dire, presque comme si on écrivait, tu écris un petit paragraphe, quoi, hein, sur cette. Donc, vraiment le décrire. Et puis, ben, tu te dis, bon, décentration 1 de personnes.
si j'étais avec ma meilleure amie, ou voilà, est-ce que j'aurais envie aussi, est-ce que je le ferais ou est-ce que je le ferais pas, ou est-ce que ça serait pareil, ou est-ce qu'on en rigolerait, ou est-ce que, voilà. Deux, si j'étais dans mon lieu de vacances et si j'étais du coup à la plage ou à la montagne, ou avec. Et trois, est-ce que cet acte, que ce comportement aura un impact? Est-ce que j'y penserai encore dans 1 an, dans 3 ans? Ok. Ce moment précis, voilà. Ce jour-là, à telle heure, est-ce que dans 3 ans, j'y penserai encore? Sans parler Oui, si on passe à l'acte ou pas. C'est non, vraiment juste par rapport à la pensée. D'accord, ok. oui. C'est par la pensée, c'est par la mise en conscience. Et c'est là où je dis attention, il ne faut pas en attendre un résultat miracle tout de suite. C'est pas parce que vous avez fait ça, vous vous êtes dit ça, que ça y est, vous n'allez pas le prendre le Mars, hein. Oui, bien Mais, sûr. hein, mais en tout cas, petit à petit, vous mettrez dans la conscience. Voilà. Et là, si on se rend compte qu'on n'arrive pas à pratiquer cet exercice, c'est qu'on a des blocages et d'où Oui, l'importance d'être suivi par un professionnel. voilà, et alors une petite précision, parce que autrement ça peut. Quand je dis est-ce qu'avec la meilleure amie vous auriez, etc., il se peut que vous disiez bah oui, on le mangerait ensemble, et parce qu'elle aussi, elle aime, etc. Non, 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 c'est pas ça le truc, c'est est-ce que vous, toute seule, vous le mangeriez alors que elle en a pas envie. Elle, c'est pas la question. Elle le mange pas, hein. C'est pas une histoire de partage, de voilà, viens, on va se manger un Mars ensemble, ça va être trop bon. C'est est-ce que vous, toute seule, pendant que vous êtes ensemble, dans le canapé ou quoi, qu'elle est en train de vous raconter quelque chose, est-ce que vous dites stop, attends, j'ai besoin de manger un truc, je vais manger mon Mars. Est-ce que vous le faites? Hein. Et pareil dans votre lieu, dans votre espace paradisiaque, et pareil dans 3 ans ou dans 1 an. C'est-à-dire que est-ce que vous vous projetez, est-ce que vous pouvez vous projeter dans 1 an encore avec, en souffrant de cette compulsion? Est-ce que cette compulsion aura des résultats encore dans 1 an? Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est parfait. Merci. Alors, dans les émotions retenues, où on a dit humiliation, injustice, je n'ai pas parlé de la culpabilité. La culpabilité aussi, elle vaut le détour, hein, elle mérite qu'on s'y arrête. Alors, soit culpabilité, vous vous sentez coupable de quelque chose. Je ne parle même pas de coupable de manger, hein. Je ne parle pas du culpabilité après une crise ou après un repas trop copieux et de s'en vouloir. Non, c'est une culpabilité peut-être qui vous empêche de dire non à quelque chose, à, euh, à un mari ou une femme ou des enfants ou des parents ou des amis, un service qu'on vous demande, ça vous arrange vraiment pas, ça perturbe votre journée, ça perturbe votre équilibre, mais vous ne vous sentez pas de dire non parce que par culpabilité. Voilà, c'est toutes ces doses de culpabilité. Eh bien, même si elles sont minimes, même si vous vous dites, bon, ben, c'est pas grave, je peux le faire, ça m'arrange pas, mais je vais le faire. Sinon, dire un non culpabilise. Donc, ça veut dire que pour pas culpabiliser, vous prenez sur vous. Eh bien, toutes ces petites doses-là de prendre sur soi, eh ben, il faut les comptabiliser. Je ne dis pas de jamais le faire, hein, je ne dis pas bien sûr de jamais prendre sur soi, mais il faut les rendre conscientes. Et puis, il y a peut-être la culpabilité d'un acte que vous portez. Il y a peut-être se sentir coupable de comportements que vous avez eus, de comportements que vous avez toujours, de comportements peut-être qu'on vous a reprochés, se sentir coupable de ne pas être assez disponible, se sentir. Voilà. La culpabilité, euh, parfois, parfois ça vous choque un peu, mais parfois je dis que la culpabilité, c'est l'option la plus facile.
Parce que certes, c'est douloureux, hein, je ne dis pas que c'est pas douloureux, ça fait souffrir et il y a des incidences graves à la culpabilité, mais c'est quand même le chemin tout tracé. Quand on ne travaille pas sur soi, on culpabilise. Et sortir de la culpabilité, c'est pas évident. C'est des efforts, c'est du travail sur soi, euh, c'est euh, euh, c'est aussi parfois se faire violence. Donc, c'est être en lutte contre un système de pensée, un système de croyance. Peut-être qu'on a été élevé dans il faut servir, il faut être utile aux autres, la famille est plus important que tout, certes, mais c'est pas parce que la famille est plus important que tout que on doit tout donner au prix de soi-même, etc. Hein, donc, et c'est en ça que c'est facile parce que c'est tout tracé, la culpabilité. Donc, se souvenir toujours, quand vous culpabilisez, dites-vous toujours que vous avez choisi l'option la plus facile. Et la culpabilité est très dérangeante parce que, souvenez-vous, d'un point de vue neurologique, on avait bien précisé aussi que est embarqué dans notre ADN l'instance de toujours avoir raison, se donner raison. Parce que se donner raison produit immédiatement, quand on a raison, on produit immédiatement de la dopamine immédiat. C'est une pompe à dopamine, avoir raison. Donc, euh, bien sûr que la culpabilité, là, ça provoque un conflit interne. On n'est pas en accord avec soi. Euh, et choisir de culpabiliser, c'est pour se remettre en accord avec soi, c'est être OK avec cette culpabilité, c'est lui donner du grain, là. C'est se dire, bah oui, je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait ça, ou parce que j'y vais pas, parce que j'ai dit oui, ou parce que j'ai dit non, selon le cas. C'est se donner raison, bah oui, je suis une mauvaise personne, et puis là, c'est la désescalade, là, dans l'estime de soi et la confiance en soi qui s'écroule. Donc, c'est pour ça que la culpabilité, elle est vraiment retorse. C'est que le deuxième effet de la culpabilité, c'est que ça va vous donner raison. Et or, c'est pervers, c'est un effet pervers. Vous donner raison dans la culpabilité, c'est engendrer encore plus le, le peu de confiance en vous. Pour moi, c'est similaire à coupable, hein. C'est incroyable, hein. Ah ben, ça vient de là. Ça vient de... Donc, quand on c'est... commence en coupable, ben, c'est dans le même sac. Oui, oui, oui. C'est exactement la même chose. Ça vient de là. C'est se sentir coupable. J'ai une question, Valérie. Oui, J'ai du mal à suivre, je comprends pas pourquoi c'est choisir la facilité. Parce qu'en fait, on ne choisit pas, c'est un sentiment qui arrive. oui, c'est un sentiment qui arrive, mais à partir du moment où on est, là, je fais l'hypothèse, on est au travail sur soi. On est au travail sur soi. Donc, l'émotion arrive, l'émotion de culpabilité. Il y a quelque chose qui a été écrit, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Il y a une émotion de culpabilité qui arrive. Effectivement, on la choisit pas. À partir du moment où on la nourrit, où on suit le scénario, là, c'est un choix. Ok. Et là, c'est là que c'est plus facile que d'aller se dire, de se poser, de se dire, bon, non, non, ça ne peut pas être aussi facile que ça. Je vais travailler sur moi, sur mes limites, faire cette décentration, justement aussi, on est capable de la faire pour voir si vraiment, si j'ai raison d'accepter, mais alors à ce moment-là, si j'ai raison, il n'y a plus de culpabilité ou de dire non, selon la situation. Parce que ne pas oublier que la culpabilité est un élément
de sociabilité. Elle permet d'avoir une bonne conscience, d'avoir de bons comportements. Elle permet aussi d'être bienveillant. Elle permet de ne pas dire tout ce qu'on pense, de ne pas penser tout haut. Elle permet d'arrondir les angles. Elle permet voilà, de prendre sur soi. Donc, une dose de culpabilité est nécessaire pour nous faire un petit électrochoc et se dire, bah non, tu as envie de passer ta super journée de penser qu'à toi, mais là, lui, il est en grande difficulté, ça nécessite peu, etc. Tu as les ressources pour, tu peux le faire, ok, si tu le fais. Mais c'est toujours une histoire de mesure. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. En fait, Oui, oui, j'ai pas assimilé le fait que, effectivement, euh, de céder à la compulsion, en fait, c'est ça la facilité, c'est pas le sentiment. Et en fait, non, le travail sur soi, il intervient quand on se dit, OK, je cède pas à la compulsion du grignotage ou autre, et j'essaye d'analyser ce qui est en train de se passer. oui, oui. Mais des Hein, fois, quand on oui, a, je sais pas, moi, peut-être 10 fois cette compulsion, c'est dur oui. de faire l'analyse à chaque fois et de tenir bon, en fait, hein. Oui, alors quand on a 10 fois de suite là, cette compulsion, la même, etc., c'est en exercice, parfois, c'est peut-être aussi d'établir quelque chose et se dire, bon, allez, à partir de 6 fois, mais chacun évalue hein, selon ses limites, à partir de 6 fois, je cède à la compulsion. D'accord. Voilà. Sans Et culpabilité. ouais, sans culpabiliser, oui. Il y a un travail à faire et il faut toujours moduler en fait. Donc, on peut moduler sur le nombre de fois où la compulsion revient et sur la quantité. Par exemple, si la compulsion, c'est de tomber 2 paquets de biscuits, habituellement, il faut faire le point zéro, en fait, la photographie de là où on part. Et si votre compulsion, c'est 2 paquets de biscuits, de gâteaux, bah, c'est peut-être un et demi au bout de 6 fois ou au bout de 3 fois et un et demi. Et puis, une fois que un et demi, c'est devenu votre normalité, bah, c'est un. Mais ne jamais donner aucune réponse. Il faut pas que vous vous retrouviez en face de la compulsion avec un interdit, avec bah, c'est un non, stop et fin. Ça reprend hein, ce que dit Viola dans le sens de pas de restriction, pas d'interdit. Euh, et pour autant, il faut de la rigueur. Il faut une loi, il faut quelque chose, il faut des repères. Euh, L'idéal étant les repères que vous avez vous-même établis en concertation avec un professionnel, avec quelqu'un qui vous guide, pour pas que vous en fassiez trop dans un sens ou dans un autre. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est faisable? Oui. Bon, pour moi, ce serait très, comment dire, être sur le fil du rasoir. Pour ça, pour certaines choses, si j'ai bien compris, c'est de pas s'interdire un excès, mais d'apprendre à le contrôler en faisant progressivement le descendant. Et il y a certains sujets avec moi où bah, les événements de la journée ou quoi fait que bah, je vais pas du tout arriver à le contrôler. J'ai pas compris. Certains événements font que. Il y a certains événements de la journée qui fait que je vais être tellement dans une phase de stress, de colère ou autre que ça va pas être contrôlable Oui, et ce mais il qui y aura. fait que même si les moments où j'aurais essayé de justement diminuer les quantités ou quoi, bah, ça aura fonctionné, bah, quand je serai dans ce moment d'hyper stress, alors là Je comprends. j'ai pas de limite quoi. Oui, je comprends. Eh bien, ben oui, mais parce que c'est normal quand on est dans une problématique comme ça, c'est normal. Mais là aussi, c'est peut-être se dire que c'est toujours se faire une échelle hein, personnelle, c'est que certains événements nous mettent tellement dans le rouge que peut-être c'est même pas la peine d'essayer. Voilà.
Mais du coup, ça réduit à certains événements. Et forcément, ces certains événements, ils ne peuvent pas non plus être très multiples. Et ça permet aussi d'isoler et de se faire un code rouge ou code. Voilà, ça permet petit à petit de mettre dans la conscience une graduation, une échelle émotionnelle. Mais euh, par rapport à ce que vous décrivez, effectivement, mais ça, vous le faites déjà avec quelqu'un, je crois, avec un professionnel, donc, parce que ça nécessite ce genre d'accompagnement. Mais du coup, c'est bon pour tout le monde de se dire, effectivement, et d'isoler une, deux ou trois, trois situations qui, là, c'est code rouge. Moi, j'aurais une Oui. question. Donc, en fait, quand on parle d'émotion, donc tout à l'heure on parlait de l'humiliation, on parlait, et là de l'émotion de la culpabilité. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs, plusieurs éléments, plusieurs émotions euh, qui nous poussent à avoir un symptôme. Donc, tout à l'heure, on parlait un symptôme qui va aller et où on va chercher à l'endormir. On va chercher à endormir le trauma. Est-ce que, par exemple, on peut avoir une culpabilité qui va nous pousser à aller se rassurer et chercher du réconfort à ce moment-là sur la nourriture. Et est-ce qu'on peut également avoir d'autres traumas qui vont nous pousser en même temps? Parce qu'en fait, qu'est-ce que je prends en compte en priorité? En fait, quand on a plusieurs Oui, oui, oui. Oui, bien sûr, vous pouvez. Bien sûr que vous pouvez avoir plusieurs émotions, d'où l'intérêt d'écrire un paragraphe, d'accord. hein, de prendre le temps de vous poser, d'écrire le paragraphe et vous allez les nommer. C'est bien de les nommer parce qu'il y en a plusieurs, mais pour autant, il n'y en a pas 20. C'est pas possible, tout Oui. simplement parce qu'il n'y a pas 20 émotions. Enfin, Lucie, si tu l'as encore, la roue, attends, tu peux la partager. Le tableau Oui, avec toutes les non, émotions. ouais, le tableau est encore mieux la roue si tu l'as. Euh, attends, je vais te l'envoyer Oui. Et je vous et la si tu peux, partage sur WhatsApp. ouais, qu'on Comme puisse ça, vous la l'avez de voir suite. et qu'on puisse la voir maintenant, si tu peux Oui. la partager. En fait, ce que je voulais demander, c'était parce que là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'il y a une émotion qui va être plus importante et qui va nous fragiliser, par exemple pour la culpabilité, qui va exacerber les autres émotions? Est-ce qu'on doit travailler plus sur une émotion pour essayer de canaliser les autres? Je ne sais pas si je me fais bien Oui, oui, comprendre. oui, oui, oui. Il se peut qu'il y ait une émotion plus importante, prioritaire. D'accord. Voilà, c'est celle-ci, Lucie, je te l'ai envoyée. Voilà, si on peut la voir. Oui, il se peut qu'il y ait une émotion prioritaire ou qui revienne tout le temps ou qu'il y ait eu vraiment un trauma et que de toute façon, elle ait plus de charge. On dit, voilà, elle soit plus chargée. Mais de toute façon, euh, il n'est pas nécessaire de travailler que sur elle. D'accord. Hein, OK. c'est parce que c'est comme un sac en fait, et parce qu'on sait aussi très bien que même les émotions positives, au Mhm. final, elles poussent à tout simplement pour rabaisser un peu l'excitation, pour ramener nos cellules à l'équilibre. D'accord. On- OK. Je viens de vous partager la roue sur WhatsApp. Comme ça, Et vous y aussi, accédez. quand vous êtes un peu perdu, justement au niveau des émotions, etc., quand vous êtes un peu perdu, c'est bien aussi de se dire que de toute façon, quelles que soient les émotions, la base de la base, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que chaque émotion, que ce soit de l'injustice, de la dépendance, de la frustration, de l'abandon, de la vexation, de la tristesse, de l'agressivité, de la dévalorisation, tout ça, de toute façon, ça va produire de l'anxiété. Donc, quand on ne sait pas par où commencer, quand c'est un peu tout noyé, tout mélangé, eh bien, faire de la gestion de l'anxiété, c'est le bon point de départ et c'est toujours gagnant. Toujours gagnant. Alors,
Gestion de l'anxiété, c'est cohérence cardiaque, le plus facile, le plus simple, le plus à disposition. C'est faire des choses, des activités ressources. Pour vous, c'est dans du sport, c'est dans des moments d'amitié, c'est dans du partage, c'est dans, voilà, plein de choses qui font de la gestion de l'anxiété. D'accord, merci. Il est parfois intéressant mais non indispensable de comprendre. Mais ce qu'on sait, c'est que ça satisfait le mental, mais ça soigne pas. Et en plus, il peut même se créer l'effet un peu effectivement pervers euh, d'avoir une satisfaction à comprendre et du coup de chercher toujours plus de théories, de techniques, de stages, de méthodes pour comprendre. Mais finalement, il y a un seuil où on peut avoir tout compris et comprendre plus vraiment ne sert à rien si on n'active pas la gestion émotionnelle, la gestion de l'anxiété qui est comportementale. Les émotions est la base de l'anxiété. Et si tu te sens pas anxieuse, tu as quand même Comment l'anxiété qu'elle? C'est-à-dire que tu Ah dis que ben, par rapport aux émotions, toutes ces émotions que tu as nommées, enfin, tout ça, que à la base, c'est l'anxiété. oui, Mais moi, j'ai pas l'impression d'être anxieuse. Et pourtant, j'ai quand même un panel d'émotions là derrière, hein. mais bien sûr que tu l'es, mais tu sais, c'est comme la dépression masquée. Il existe des dépressions, des dépressifs, des gens en Ouais, dépression masqués ouais, et ça surprend tout l'entourage quand ouais, ouais. tombe le diagnostic parce que c'est masqué. Ben, il existe aussi une anxiété latente, une anxiété masquée. Et à partir du moment où tu as du mal-être, à partir du moment où tu manges trop, à partir du moment où tu as du surpoids, à partir du moment où tu as des compulsions, où tu as des tocs, où tu as des trucs comme ça, c'est de l'anxiété. Mais il y en a plein, hein, plein j'ai dit, bon, ben, on va s'occuper de votre anxiété et qui me disent, mais je suis pas anxieux, moi. C'est vrai que c'est par rapport à l'image et la définition qu'on m'a donnée de l'anxiété. Quelqu'un d'anxieux, par exemple, ma mère et ma fille qui sont des dépressives anxieuses. C'est vrai que la dépression cachée, mon père était un dépressif caché. Bon, je crois que je suis plus comme mon père, quoi. Donc voilà. Voilà, Ok, hein, voilà. Ok. l'anxieux, l'anxiété, elle va se cacher, très souvent, elle se cache dans de l'hyperactivité. Ouais, par exemple, oui, j'ai hiberné pour ça. Elle Ouais. se cache dans un besoin de contrôle. Est-ce que c'est Euh, l'autruche? Est-ce que ça se rapproche du déni ou de l'autruche ou c'est pas pareil que le déni quand on se rend pas compte qu'on est anxieuse? C'est pas un déni? alors, si on te le dit, si quand on te le dit, tu dis, ah oui, d'accord, ok, c'est que c'est pas du déni, c'est de la méconnaissance, c'est que c'est pas ton job, c'est pas ton, etc. J'ai Donc, pas. t'es pas J'ai pas. formé à reconnaître ça. Si tu t'accroches dur comme fer à penser que, mais non, c'est juste que tu es très sportive, que tu es très passionnée, que tu es très ci, très ça, ben oui, après, c'est du déni. D'accord. Donc, il faut que je mette le point sur ce que c'est par rapport à moi. D'accord, ok, Oui, merci. oui. Ouais. Les gens qui parlent beaucoup, euh, qui, euh, euh, qui bougent beaucoup, tu sais, parfois tu es fatigué à côté de... Ou l'entourage souvent le dit, oh là là, tu veux pas te poser, tu me Je fatigues. vous ai toujours dit que je connaissais mes défauts, hein? D'accord? Ok. Mais Donc, c'est oui, Anne, tellement en fait. répandu, Anne, c'est tellement répandu. Donc, eh bien, ces gens-là sont des hyper anxieux. Ouais, en fait, c'est une. Ouais, d'accord, ouais, je comprends, ouais, d'accord. Ouais. Tu On a une vois? mauvaise Ouais, ouais. définition en fait de l'anxiété. Ouais, alors pour nous c'est tellement clair que peut-être Ouais. effectivement on l'explique pas assez et que voilà, mais quelqu'un qui parle tout le temps, qui a toujours quelque chose à dire, qui ne supporte pas les blancs, qui est mal à l'aise d'ailleurs par les blancs ou par voilà, ou qui aime quand son agenda est blindé, eh bien c'est de l'anxiété latente en fait.
Ouais, c'est pas ce que la société. Ouais, en fait, c'est de l'anxiété pure et simple. C'est pas ce que la société donne en définition, mais c'est une anxiété. En fait, l'anxiété Non, a des parce que tas de formes, a des tas de formes. En fait, oui, le mot il est en haut, puis après, tu as toutes oui, comment oui, dire, et les petites c'est ombres. hyper important. Aujourd'hui, si on peut mettre le doigt là-dessus, c'est vraiment aussi c'est super important parce que parfois même cette anxiété-là, elle est valorisée par la société parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui font plein de choses, Ouais, mais oui, mais ce sont des gens qui vont pas bien jusqu'à l'épuisement, jusqu'à un symptôme, jusqu'à ouais, quelque chose. C'est par exemple l'addiction au sport. Ces gens, sport, qui vont jusqu'à se faire mal aussi hein, dans le sport. ouais, ouais. Mais c'est socialement très, très valorisé, très acceptable. Mais quand ça devient une addiction, c'est de l'anxiété. Ouais, en fait, donc là, ouais, donc en fait, euh, mon comportement alimentaire, comme tu dis, c'est le symptôme d'aller chercher manger, mais ma cause réelle, c'est mon anxiété qui est Oui, traduite par oui. diverses attitudes que La j'ai en fait. maladie, c'est l'anxiété, comme Donc en ça peut fait, être la grippe, et le symptôme, c'est la fièvre. Vous savez, aller manger, parler, être hyperactive, voilà. donc en travaillant directement au quotidien avec la discipline, chose que je suis encore un peu allergique, ma cause réelle d'anxiété, sans chercher à comprendre pourquoi elle est venue, ceci, cela, sans va laisser ça de côté, mais d'aller travailler justement mon anxiété pure, dure et simple, eh ben, ça va découler, ça va guérir de soi-même, ça va faire la rivière qui coule. En fait, je vais aller à la Oui, source, ma source, c'est mon anxiété. Donc, mon anxiété, m'en préoccuper, la travailler, la soulager, la guérir oui, pour arriver à la guérison totale de mon comportement alimentaire, qui est le oui, symptôme et qui se jette dans la mer. oui, Ça va, j'ai compris? oui. Bon, bah ça va. Bon, bah alors je vais aller respirer, hein. Oui. Et c'est pour ça que comprendre, OK, c'est agréable, ça satisfait, c'est satisfaisant d'ailleurs de comprendre, mais de chercher tout le temps à comprendre, c'est contre-productif parce qu'on retarde toujours le moment de s'y Ouais. mettre. C'est comme, je ne sais pas si vous aimez pas trop le sport, mais on vous a dit de faire du sport, de voilà, bon, ben, vous allez vous acheter la belle tenue, après vous allez acheter les belles baskets, et puis il va manquer peut-être la jolie montre. Et ben tout ce temps-là, alors que ben allez-y quoi, bougez, courez comme vous êtes, voilà, mais c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, comprendre aussi, c'est satisfaisant. Et finalement, c'est toujours reculer le moment de se mettre à travailler. Je dis un dernier mot, après je laisse. Donc en fait, j'ai compris que ma maman, elle mangeait que du sucre et du chocolat pendant la grossesse, qu'elle m'en a nourri toute ma petite enfance. En fait, la meilleure chose que je peux faire, bon, maintenant, ça, je le sais, c'est bon, c'est barbare, ça fait partie des photos de souvenirs, on va laisser ça là. Et de lui apporter beaucoup d'amour en lui disant, bah, maman, t'as fait ce que t'as pu comme t'as pu, donc de rentrer dans le pardon avec amour pour maman. Et de là, bah, ça m'a créé une anxiété. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, je la respire, je la libère, Oui, et puis, et puis voilà. Et avec le pardon et l'amour pour maman qui a fait ce qu'elle a pu comme elle était, voilà. Sans lui jeter la oui, pierre, parce que la pauvre, elle ne pouvait rien. oui. Et Oui, mettre et le pardon en même temps sur tous ceux qui arrivent avant. tu en sais assez Pour pour agir. t'arrêter là dans le cheminement intellectuel. D'accord, parce que je suis aussi assez intelligente. D'accord. Et de passer à l'acte en disant, bah, Hein, voilà, j'ai une activité qui monte avant d'aller ouvrir le frigidaire, comme je fais quelquefois, c'est boire un verre d'eau, ou alors rentrer en respiration, rentrer dans ce qui va faire du bien à mon anxiété pour qu'elle se calme. oui, oui, avoir ce catalogue-là hein, de comportements pour compenser. Et puis, si au final, si une fois, deux fois, trois fois, ça suffit pas, bah, voilà, compulsion. Mais il y a des mises en place de contrôle. Mise en place de contrôle et de pratique. D'accord. Merci Hum, beaucoup. de J'arrête, je rien. coupe mon micro. J'ai bien aimé ta phrase. J'en sais assez sur l'intellect. Maintenant, je passe à l'acte, en fait. Ouais. J'en sais Oui. assez sur l'intellect. Parce que c'est vrai qu'on veut tout le temps chercher plus, chercher plus, chercher plus. Mais à un moment, stop, Mais quoi, en tout le fait. temps. Ouais. Et c'est la mode, hein. C'est la grande Ouais. mode parce que c'est du business, hein, parce que C'est ça. voilà, va au Oui, toujours rayon ces nouveaux livres à la développement. mode. Toutes les semaines, il y a un nouveau livre qui sort. Il y a toujours des trucs. Ouais. Voilà.
Quand Mm. c'est pas un truc, c'est un autre. Quand voilà, moi, j'ai des patients qui passent leur vie, leur temps dans des stages, des machins, les constellations familiales. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant, mais euh, aller encore se remettre dans l'interprétation, parce que tout ça, en plus, ce sont des interprétations de toute Oui, c'est façon, hein. ça. Ce sont des systèmes théoriques pour faire des interprétations. Et voilà. Donc, et pendant que vous faites ça, c'est OK, c'est séduisant, ça marche quelques jours, quelques semaines, mais après, il y a toujours le naturel qui revient. Et pourquoi le naturel revient? Parce qu'il est physiologique. Donc, c'est bien que la base de la base, c'est la neurophysiologie, c'est la neuropsychologie. Tout le reste, ce sont des modèles théoriques. Alors moi, je les manipule aussi, hein, les modèles théoriques. Je m'en sers pour vous expliquer, pour voilà. Mais un temps, ça suffit. C'est Et après, tôt ou tard, on est sur l'écueil de, bon, ben voilà, il y a ça à faire, il faut le faire. Et là, ça commence à grincer parce que on tient un moment, on tient voilà parce que on en appelle à la discipline comme disait Anne. Donc c'est pas évident, c'est pas facile à la motivation, à la rigueur, mais sans et puis le développement personnel a essayé aussi de nous faire croire que bah, foutez-vous la paix, hein, vous la paix, pas de violence, soyez bienveillants envers vous-même. Oui, 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 ok, mais euh, tout ça a ses limites. Si on veut du changement, il faut de la rigueur. Si on veut du changement, il faut arrêter de faire ce qu'on fait ou ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ça, en soi, le changement, pour nous, c'est une violence. Il y a pas, voilà, c'est comme ça. Donc, si on n'accepte pas cette part-là, ben, ça va être compliqué. C'est la même chose avec la pensée positive. Alors, attention, la pensée positive, je suis la première à vous dire, attention, toute pensée est le fruit d'hormones et inversement, à force de penser, de penser, de penser, vu que vous avez produit l'hormone, une fois que vous êtes bien imprégné de cette hormone, l'hormone produit la pensée. Donc, bien sûr que nos pensées ont une incidence sur notre fonctionnement et sur notre corps et que bien sûr, il faut avoir des pensées positives. Mais ériger la pensée positive en tant que telle, c'est-à-dire que la pensée positive suffit à attirer à moi ce que je veux, etc., etc., ça, c'est du pipeau. Et non seulement c'est du pipeau, mais en plus, ça fait beaucoup de mal. Parce que ça, bien sûr que ça suffit pas, ça marche pas sauf par hasard. Et que la plupart du temps, comme ça met en échec, eh bien, ça vient creuser l'estime de soi. Comment acquérir de la rigueur? Hmm. Bah, nos efforts, au bout du bout, hein, nos efforts doivent se diriger vers ça. Le mot rigueur, chez moi, il est vachement castrateur parce que ma mère, depuis que je suis petite, tu manques de rigueur, tu n'y arriveras jamais. Et évidemment, le seul truc que j'avais, c'était à l'inverse de ce qu'elle disait. Eh oui, Donc c'est eh très oui, compliqué pour moi, la rigueur. Et c'est un mot qui, je vois, m'incommode, mais fort, fort, fort. oui, oui, oui. Ça Ben oui, m'appelle à quelque chose qui est terrible, hein. ça veut dire que s'il y a quelque part, hein, toujours cette éternelle rébellion de l'adolescente, c'est Ouais. ça qui vient mettre en échec. Et là, c'est sortir, pour le coup, c'est sortir du conflit, sortir de cette adolescente, sortir de cet instant d'opposition pour petit à petit se mettre en accord avec
ce qu'est la rigueur. Alors après, on peut le redéfinir hein, avec soi-même. On peut se dire que c'est de la discipline, c'est de l'autodiscipline, mais de toute façon, ça sera toujours des mots euh, qui, euh, qui piquent un peu. Hein. Ouais, ça pique beaucoup. Beaucoup, Mm, beaucoup. mm. Faut que je travaille ça, certainement, très certainement. Et oui, mais se rappeler aussi que la rigueur à outrance, effectivement, de toute façon, c'est pas ce qu'on vise. Parce que au plus on est dans l'hyper-contrôle, c'est aussi de l'anxiété. Hein. L'hyper-contrôle, c'est de l'anxiété, comme l'hyper-lâcher, la roue libre, c'est aussi de l'anxiété, parce que c'est être incapable de se focaliser, de se tenir sur quelque chose. Donc bah là, pareil, je pense que gérer, faire des exercices quotidiens de gestion de l'anxiété, ça va permettre au système de valeurs de s'assouplir, d'un peu se redéfinir et d'un peu réaccepter la rigueur. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, Parce si je que m'oblige à faire avec la montre 1 minute soufflée, ouais. alors le protocole, c'est 3 fois 5 minutes par jour. Le protocole optimal hein, pour avoir les résultats attendus, optimum, c'est 3 fois 5 minutes par jour. Voilà. Après, chacun part de là où il est. Donc, si c'est 1 minute par jour, même si c'est très peu, c'est toujours ça. Si dans 15 jours, c'est 2 minutes, voilà. Mais il faut viser ce Ah, bon. résultat optimum. Et ce qui est fou, pardon, je vous coupe, c'est qu'en effet, on parle de rigueur. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs mois, ça m'a fait un bien fou et je sais que j'aurais dû continuer. Maintenant, j'en suis incapable. Oui, Alors que, comme vous dites, 3 fois 5 minutes dans une journée, c'est rien. En plus, on peut le faire. Enfin, moi, la cohérence cardiaque, je, oui, Encore la rigueur. je suis convaincue, et ben, je ne le fais pas 3 fois par jour. Je le fais quand je suis au point où j'ai pas le choix parce que je me sens tellement mal, oui, mais c'est trop tard parce qu'il faudrait que c'est ce trop soit tard. de la continuité. Complètement. Ouais. Ouais. Mais là où vous en êtes, c'est déjà une bonne étape. C'est déjà une bonne étape pour la suite. On peut C'est remplacer le mot rigueur par régularité, tout simplement, pour ceux que ça traumatise. voilà, peut-être Oui. il faut négocier, faire ces petites négociations entre soi et soi. Et peut-être régularité, c'est moins violent. C'est une transition. Voilà. Mais il faut cesser aussi de se voiler la face en se disant bienveillance, bienveillance, bienveillance envers soi-même, etc., etc. Non, à un moment, il faut aussi se bouger. Oui, il faut se foutre des coups de pied au cul, quoi. Ouais. Bon, moi, depuis que je suis petite, c'est toujours ça, c'est se foutre tout le temps des coups de pied au cul. Mais il faut que le coup de pied soit choisi. C'est ça, c'est là où on peut. On sait que pour l'équilibre mental, pour la bonne santé, il faut à peu près, à minima, 30% de contraintes par jour dans nos vies. À minima, hein, 30% de contraintes. Alors, pas nous quand on est adulte, en pleine, quand nos journées sont rythmées par de la contrainte, etc. Pendant nos vacances, on peut être en roue libre pendant 15 jours, un mois, c'est pas grave. Mais par exemple, vous gagnez au loto, demain, vous n'avez plus du tout de contraintes. Vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de contraintes de rythme, de travail, etc. Eh bien, il faut garder 30% de contraintes, sinon la santé mentale en pâtit. Et, Ah, c'est vrai. et au bout de ça, c'est un peu le glissement, le syndrome de glissement. Donc, on sait que 30% de contraintes, mais ce qu'on dit, c'est l'idéal, c'est 30% de contraintes choisies. Oui, je Donc, voudrais. la régularité qui est une forme de discipline, de toute façon, elle est une discipline. Ça mérite de définir, on en revient, hein, vos valeurs, objectifs de vie. Pourquoi feriez-vous ça? C'est pas très agréable, c'est contre votre instinct de plaisir. Donc, à un moment donné, c'est sûr que vous n'avez pas envie et que vous allez envoyer beaucoup de force pour ne pas le faire. Bon, qu'est-ce qui contrebalance en motivation plaisir ou en peur? On peut exciter aussi les peurs. Chez certains, c'est l'évitement.
qui est nécessaire. Peur d'une maladie, par exemple, peur je sais pas, une peur. Ça peut être un soutien. Évitement, Ouais. plaisir ou évitement. Et j'ai une question. Dans nos vies Mm. aujourd'hui, ou comme vous disiez, dans nos vies actives, où forcément, on ne fait pas forcément un métier plaisir, comment on mesure ces 30% de contraintes en plus par jour? Ça représente quoi? Ah non, si on est déjà plein de contraintes ou de déplaisirs ou quoi, c'est pas la peine. Les 30%, c'est quand on est dans une vie, euh, Oui, comment comme vous dire, disiez, retraite, on a gagné au de loto, on n'a plus plaisir, de enfin de contraintes. roue libre. Voilà, c'est ça. Mais c'était pour parler de la contrainte choisie. Comme de la rigueur. La rigueur, on peut ne pas aimer la rigueur, la discipline. Mais du coup, si on se tourne vers ce qu'on veut vraiment et que ça demande, ça nécessite de la rigueur, ça sera de la rigueur choisie. Mm. Ou ça sera de la discipline, mais choisie. L'idée, c'est de se mettre en accord parce que c'est la rébellion là, qui, en principe, quand on n'aime pas la contrainte, quand on est un peu rebelle dans l'idée, et c'est la partie adolescence, effectivement, qui nous parle. Mais donc, mettre en avant qu'on l'a choisi, on le, on le choisit, déjà, ça aide à l'interprétation. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, Oui. oui. Ouais. Oui, il faut plutôt se concentrer sur les 3 fois 5 minutes, à la limite. Oui, ça est bien et possible. Mais quand je parle de la cohérence cardiaque, c'est le fait Respirer. de respirer Ok. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, 5 minutes. Et Ok. c'est celle-ci. Celle-ci, on est sûr que après, à partir de vos 5 minutes, vous produisez de la dopamine et de la sérotonine et de l'ocytocine. 5 minutes. Je Bon, vais peut-être que essayer. ça va vous intéresser. Pour le sport, il faut minimum 25 à 35 minutes pour commencer cette production. Et tu peux retrouver des vidéos, Anne, de cohérence cardiaque, des petits sons sur la chaîne YouTube de Valérie. Il y en a pas mal. Oui, il y en Mm. a plein. Voilà, assurez-vous que c'est la respiration 5-5-5. Ok. C'est 5 secondes inspire, 5 secondes expire, 5 minutes. Là, par contre, il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à réfléchir, C'est ça, il y faut a faire. juste à faire. Si vous avez dépensé, vous avez dépensé. Là, on n'est pas dans la méditation pleine conscience qui veut, etc. On s'en fiche. Le résultat sera amené par l'inspire et l'expire 5-5-5. Donc, voilà, cherchez à comprendre, etc. Vous relativisez là-dessus. Je crois que si vous êtes déjà sur ce groupe, euh, vous savez déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et la pratique, comme on vous le dit à chaque fois, c'est ça qui va venir faire du changement. Parce qu'aujourd'hui, hein, donc c'était le lien entre comportement alimentaire et histoire de vie. Histoire, ça se réfère bien à l'histoire, hein, c'est quelque chose qui dure avec une antériorité, une origine jusqu'à aujourd'hui. Si on veut du changement aujourd'hui, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose, il faut rompre avec certaines habitudes, avec de pensée et d'action. Et le changement, quel que soit le changement, il est inclus en nous que c'est désagréable.